Je propose d'attendre une ou deux petites minutes pour commencer. On peut peut-être commencer doucement, ça fera venir les restes des personnes. Je voudrais vraiment vous remercier d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu pressant. Merci beaucoup Patrick de nous présenter Yashi, en fait, les conditions de participation. Et la philosophie Yashi. Merci beaucoup à Cyril, à Nicolas Martelly, Cyril Bouillard et Nicolas Martelly qui vont nous présenter les témoignages. En fait, ils sont des lauréats IHI. Merci beaucoup à Roxane aussi du PCN Santé qui, euh, qui est la personne qui vous présentera les appels, les textes des appels. Et je te laisse la parole, Roxane. Ok, merci, bonjour à tous. Donc voilà, le webinaire est enregistré, vous pourrez y accéder ultérieurement. Et merci, alors je ne sais pas si Vania a la main sur les micros, mais voilà, merci de désactiver vos micros et caméras pour une meilleure fluidité. Donc, je vais commencer par la présentation, une présentation très globale du PCN et du programme européen, et je déroulerai ensuite vers les appels actuels de l'IHI. Donc, dans le PCN Santé, nous sommes quatre personnes en charge de vous aider, de vous accompagner dans la compréhension et l'identification des appels à projets. Donc, Vania est la coordinatrice du PCN et voilà, et nous sommes trois PCN en plus de Vania. Donc, Catherine, moi-même et Kevin qui vient de nous rejoindre. Nos missions sont donc de vous informer, de vous sensibiliser, de vous conseiller pour identifier les appels les plus adéquats pour vos besoins. Former aussi la communauté scientifique et les personnels support au travers de différents outils, de webinaires et de sessions d'information que nous organisons. Vous orienter éventuellement vers d'autres sources de financement voilà, complémentaires au programme Horizon Europe. En revanche, nous ne faisons pas le montage de projet ni la relecture des propositions. En ce qui concerne le neuvième programme cadre, donc Horizon Europe dans lequel nous sommes actuellement, il est doté d'un budget de 95 milliards et demi d'euros. Voilà, il s'inscrit dans la continuité d'Horizon 2020 avec toutefois des nouveautés qui sont le Conseil européen de l'innovation, la mise en œuvre, la mise en place de missions dans lesquelles sont aussi financées donc de la recherche collaborative, des missions dédiées à des thèmes bien précis. Et dans la santé, on va retrouver la mission cancer et des partenariats. Et donc dans le cadre du pilier 2, ici, vous retrouvez le thème santé qui se décline lui-même en trois catégories ou trois typologies d'appels. Les appels classiques que l'on va retrouver dans le programme de travail et qui seront publiés là pour 2025 au mois de mai et qui sont donc organisés en six destinations thématiques. Les partenariats en santé, dans lesquels nous allons retrouver l'IHI, et la mission cancer, comme je l'ai rapidement mentionné. Donc, dans les partenariats, nous retrouvons l'IHI. Alors, il existe d'autres partenariats thématiques. Je ne les mentionne pas ici, mais vous les trouverez sur le site Horizon Europe. Mais là, voilà, je rentre directement dans le vif du sujet. Donc, Innovative Health Initiative, c'est un partenariat institutionnalisé
entre la Commission européenne et l'industrie pharmaceutique européenne, ainsi que les medtech, les entreprises de biotechnologie et de technologie médicale. L'objectif de ce grand partenariat est de transformer la recherche et l'innovation en matière de santé, délivrer des innovations de santé qui couvrent l'ensemble du spectre de soins, donc on est vraiment dans médecine, soins et santé, et en particulier dans les domaines où il existe encore peu de réponses aux besoins de santé publique. Enfin, ça vise aussi à rendre les industries européennes de santé plus compétitives au niveau mondial et ça vise la recherche pré-compétitive dans le cadre de consortiums ou de consortia obligatoirement publics-privés, avec un budget donc total de 2,4 milliards d'euros. Donc actuellement, il y a 2 appels qui sont ouverts et que vous pourrez retrouver sur le site de l'IHI. L'appel numéro 9, qui est un appel à projet en une étape, axé sur les candidats. Alors je l'ai traduit pour applicant driven. Donc c'est un appel qui est calqué sur les thèmes suivants. Stimuler l'innovation pour une meilleure compréhension des déterminants de la santé, stimuler l'innovation par une meilleure intégration des efforts fragmentés de recherche et innovation en santé, stimuler l'innovation pour les solutions de soins de santé intégrés et axés sur les personnes, stimuler l'innovation par la numérisation et l'échange de données dans le secteur des soins de santé, et enfin stimuler l'innovation pour mieux évaluer la valeur ajoutée de solutions de santé intégrées innovantes. Alors là, ce sont donc des thèmes ou des topics qui sont ouverts, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des appels où voilà, ça cible une maladie, une pathologie, une famille de pathologies ou un thème très spécifique. Les topics ici sont ouverts, néanmoins, ils sont alignés sur les objectifs spécifiques du programme stratégique de recherche et d'innovation de l'IHI. Donc là, j'ai remis les objectifs spécifiques de l'agenda stratégique. Je ne vais pas les relire, mais c'est simplement pour vous montrer que les 5 topics sont alignés sur ces 5 objectifs spécifiques. Et donc, c'est très important, même si c'est un appel ouvert et dans lequel vraiment le PI voilà, a une certaine liberté, une certaine marge dans la définition de ses objectifs, c'est quand même très important de se référer très attentivement et de façon très précise à cet agenda stratégique puisque les points importants à vraiment garder à l'esprit, donc c'est d'examiner, comme je viens de dire, cet agenda pour pouvoir justifier très clairement l'alignement des objectifs de votre projet avec les objectifs que vous avez identifiés dans le SRIA, dans l'agenda stratégique. Les propositions que vous allez faire peuvent couvrir plusieurs objectifs stratégiques de l'agenda, mais il faudra à chaque fois clairement montrer l'alignement entre objectif 1 de votre projet, objectif spécifique de l'agenda. Les propositions doivent couvrir des activités à grande échelle qui favorisent la transformation en résultats concrets pour la santé, mais ça, nos intervenants reviendront peut-être dessus. C'est vraiment dans la philosophie de l'IHI, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Et ils doivent répondre aux besoins qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas satisfaits, qui ne sont pas résolus en matière de santé publique. Donc vraiment, vraiment, voilà, je ne détaille pas là les topics puisqu'en l'occurrence, ils sont ouverts, mais référez-vous très précisément à l'agenda stratégique. Le calendrier pour cet appel. Donc, les appels ont été lancés le 16 janvier 2025 avec une date limite de dépôt au 29 avril à 17 h, heure de Bruxelles. C'est une action de recherche et innovation. Et c'est donc, comme je l'ai dit, un appel en une seule étape. Donc, les partenaires privés comme les partenaires publics doivent, dès le dépôt du projet, être identifiés, inclus et clairement spécifiés dans le projet. Je vous ai mis le lien vers le portail européen où vous trouverez l'appel en détail avec son identifiant. Le budget est alors pour les 5 topics,
du col neuf est de 191 millions d'euros. Et il faut bien avoir à l'esprit que dans ces projets, pour chaque projet proposé, il doit y avoir 45% du budget total de la proposition qui doit être couvert par des partenaires contributeurs. À la fin de ma présentation, pardon, vous verrez, il y aura des liens vers notamment un guideline sur les partenaires contributeurs et puis vers enfin, des liens d'intérêt pour le call numéro 9. Donc là, j'enchaîne directement sur le call numéro 10. Alors, le call numéro 10, c'est un appel alors, standard, c'est-à-dire il n'est pas ouvert, hein. Là, vous allez voir qu'il y a des topics clairement identifiés et c'est un appel en deux étapes. Il y a trois thèmes ou trois topics dans cet appel. Le premier topic qui couvre donc le label numérique pour une source d'information complète pour les produits de technologie médicale. Pardon, je vais juste pousser. Voilà. Le deuxième topic, permettre et sauvegarder l'innovation dans l'utilisation secondaire des données de santé dans l'espace européen de données sur la santé, les HDS. Et enfin, le topic 3 porte sur les substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques, je me suis entraînée à les dire, ou les PFAS, pour donc traiter de l'exposition ainsi que l'émission et la gestion du fin de cycle de ces molécules, de ces composés dans le secteur de la santé. Donc là, si je détaille chaque topic, donc là, je reviens à la version anglaise pour éviter les faux amis d'une mauvaise traduction. Le topic 1, Digital Label, One Source of Comprehensive Information for Medical Technology Projects. Les résultats attendus sont les suivants. Je vais juste mentionner les mots-clés hein, pour chaque résultat attendu pour ne pas être trop longue. Donc, premier expected outcome, a consensus-based digital label is available to be used by manufacturers that meets end users' requirements and address regulators' demands. Le deuxième résultat attendu, multiple valid and scalable digital label solutions. Donc, avec entre autres comme précision that all work with the same enabler, label reader, with up-to-date single point of access to all information, interoperable with other EU legislation and national legislations, entre autres. Evidence-based recommendations are available to inform European Commissions and authority policies recommendations. Training materials on digital labels are available to the end users. Alors, les end users, c'est les healthcare professionals and the patients, for the regulators and notified bodies in the EU member states. Et le cinquième résultat attendu, a basis towards future international acceptance. Donc, apporter tous les outils nécessaires pour faciliter donc l'acceptation de ces technologies. Et l'impact attendu, les impacts attendus de ce topic sont streamlined and green delivery of information, that is easily and more visible, accessible and identifiable to the users with a simple smart device, and the significant reduction of carbon footprint. Improved accessibility of information for users, donc toujours les users, c'est les healthcare providers et les patients, and regulators, in one place in their language of choice. Là, vraiment, l'idée, c'est vraiment que ces outils soient d'une innovation technologique, mais aussi d'une grande facilité d'usage pour les usagers en santé. Et enfin, encore trois autres impacts attendus. Increased alignment between medical device regulation and other EU and national legislations. Increased competitiveness in the EU market,
et driving acceptance through voluntary adoption of digital label by the users, medical device manufacturers and the users. Alors, on voit que dans ce topic, il y a des partenaires industriels qui ont été pré-identifiés. Vous les avez ici. Atrex comme leader, et puis Biomérieux, Johnson Johnson, Terumo, Thermo Fisher Scientific, et qui ont été pré-identifiés pour couvrir notamment des activités d'infrastructure et de support et d'expertise informatique, d'expertise dans le labeling, mais aussi dans les affaires réglementaires. Donc voilà, je ne les cite pas tous, mais il y a à l'esprit que ces activités pourront être couvertes par ces partenaires pré-identifiés. Et nous avons un budget indicatif de 3,8 millions d'euros de l'IHI, 6, un petit peu plus de 15, donc 6 millions, un peu plus de 6 millions d'euros par les partenaires industriels et une durée à titre indicatif de 36 mois pour ce topic. Topic 2, donc il y en a 3 en tout, hein. Normalement, ça devrait aller, je devrais tenir dans les temps. Enabling and safeguarding innovation in secondary use of health data and the European health data space. Les résultats attendus, expected outcomes. Comprehensive framework to support the process and policies guidelines to support the procedural and operational aspects of the EHDS from an innovation perspective. Recommendations to inform EHDS governance are available to address the needs of broad set of stakeholders. Et les stakeholders, donc c'est les citoyens, les hôpitaux, les institutions publiques de santé, etc. Recommendations are available for enabling dialogues between health data holders, health data users, and data access managers or bodies. And to address the issues around innovation. Donc là, vraiment dans ce topic, mais enfin, c'est vrai pour tous les topics de l'IHI, il y a un aspect de propriété industrielle et de secret, enfin de secret industriel, hein, j'entends, très important à prendre en compte et à intégrer, là en particulier, dans ce résultat attendu. Materials, guidance, and recommendation and training are available to educate interested parties about innovation and data sharing under EHDS. Donc là, il y a des groupes cibles, des parties prenantes qui ont été préidentifiées, qu'il est nécessaire de cibler quand vous allez dérouler votre objectif sur ce topic. Donc, ils sont indiqués là dans l'encadré. Et les impacts attendus dans ce deuxième topic sont donc fostering data-driven research, leading a world-leading approach to IP protection of data, best practices, recommendations. Donc là, vraiment, ce sont les mots-clés des impacts qui sont attendus dans ce topic, mais aussi d'autres actions pour contribuer aux politiques, aux initiatives européennes en matière d'espace de données de santé. Comme pour le précédent topic, il y a des industriels qui sont pré-identifiés. Vous les avez, ici dans l'encadré vert. Et qui seront amenés à couvrir des sujets réglementaires, une expertise légale, une expertise en matière de propriété industrielle, la communication ou l'organisation de workshops. Donc voilà, une diversité d'activités qui pourront être couvertes par ces partenaires. Une durée à titre indicatif de 36 mois et un budget indicatif de au maximum 6 millions, un petit peu plus de 6 millions d'euros de l'IHI, environ 5,8 millions d'euros des industriels partenaires, enfin bénéficiaires de l'IHI,
et des contributing partners qui devront donc apporter une contribution de environ 70 000 euros. Le topic 3, donc les PFAS, l'exposition, PFAS exposure, emissions and end-of-life management in the healthcare sector. Donc les résultats attendus, expected outcomes, replace the PFAS, reduce the reuse, reduce and reuse of PFAS, improved through different, pardon, je vais la lire. Improved usage of PFAS materials and minimized exposure is achieved for the benefit of the environment and therefore citizen and society. A mapping of the types and applications of PFAS through the supply chain available for healthcare technologies projects and including collaborating with upstream suppliers. A database of alternatives to PFAS is made available, donc c'est un résultat attendu. And the new disposal process of PFAS are available for the benefit of environment and therefore citizen and society. Donc on est vraiment dans le remplacement ou favoriser la gestion et la fin de cycle de ces composés. Ça passe pas? Ah si. Les impacts attendus. Donc là aussi, je vais lire vraiment quelques mots-clés de chaque impact. Contribute to the IACHI Joint Undertaking SRIA, donc l'agenda stratégique Objectives, driving cross-sectoral health innovation for competitive health industry, contribute to objectives of the SRIA and pharmaceutical strategy for Europe, understanding human health and environment risk from PFAS, manage PFAS risk with novel mitigation measures, etc., develop methodologies and solutions for PFAS replacement, position to EU as a leader in safe, sustainable PFAS alternatives through industry-academia collaboration, strengthen stakeholder collaboration to reduce emission and exposure until alternatives are found, share industry knowledge and best practice to inform future PFAS policy, and improve business planning certainty for medical technology manufacturers, ensuring long-term sustainability and patients' access. Donc là, ce sont pour les impacts attendus. Donc là aussi, il faut avoir à l'esprit la distinction entre les résultats attendus, qui sont vraiment les résultats immédiats du projet, et les impacts qui sont les attendus à moyen long terme, y compris jusqu'à, enfin, même après la fin du projet. C'est vraiment l'impact pour la santé, pour l'environnement, pour les patients et les usagers. Donc là aussi, il y a des partenaires industriels qui ont été pré-identifiés, dont vous avez la liste dans le premier encadré vert, et pour couvrir les activités donc, qui sont décrites, telles que medical device manufacturing and assembly, use of process aids, safe and sustainable by design methodologies. Donc voilà, ces activités, enfin ces partenaires apporteront une expertise et une contribution dans ce type d'activité notamment. Là, on est dans une durée indicative plus longue puisqu'on est à 60 mois indicatif et un budget de maximum de l'IACHI, donc de 24 millions et une contribution des industriels de l'ordre de 23, un peu moins de 24 millions d'euros. Et donc, si on en vient au calendrier, le lancement a été fait là aussi le 16 janvier 2025. Et on a 2 dates de dépôt, donc puisque nous sommes sur 2 étapes, des appels en 2 étapes. La première étape, ça sera un dépôt au 23 avril, 17 h de Bruxelles. Et la deuxième date, donc pour déposer la proposition complète, est fixée au 14 octobre. Donc une contribution maximum de l'IACHI pour l'ensemble de cet appel est de
environ 34 millions d'euros, environ 36 millions d'euros par les partenaires contributeurs. Et je vous ai mis là aussi le lien vers le portail européen et l'identifiant de cet appel. Et comme je vous le disais quand je vous ai parlé du call numéro 9, je vous ai mis là les liens importants. Donc le lien qui mène vers l'agenda stratégique et le call text, en fait, c'est le lien qui va vers la page de l'appel numéro 9. Mais aussi, je vous invite vraiment très vivement à consulter en rediffusion l'événement de brokerage, de partenariat qui a été organisé par l'IHI. C'était, me semble-t-il, en novembre. Donc voilà, il y avait des partenaires potentiels qui ont présenté, qui ont pitché leurs idées de projet. Et un webinaire qui a été organisé le 30 janvier alors spécifiquement sur la question des partenaires contributeurs. Donc vous aurez vraiment une définition très précise et des explications sur qui peut être considéré comme partenaire contributeur et comment les intégrer dans votre proposition. Et la même chose pour le call numéro 10, donc le lien vers la page de l'appel, dans laquelle vous trouverez le call text et d'autres liens relatifs à cet appel. Et là aussi, les journées d'information qui ont été organisées par l'IHI, donc entre le 7 et le 16 janvier, et que vous pouvez à nouveau regarder en rediffusion. Donc là, c'était vraiment pour une présentation générale des thèmes et des différents topics de ces deux appels. Et pour les conditions de participation et la philosophie du programme IHI, je transmets la parole à Monsieur Patrick Boisseau. Je ne sais pas, Vania, si tu veux intercaler les questions ou si toutes les questions viendront à la fin. Moi, je pense qu'on peut laisser les questions à la fin si vous êtes d'accord, sauf si vous voulez autrement. Je pense qu'on peut les laisser à la fin, c'est mieux. J'arrête mon partage. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Roxane de cette introduction. Comme vous avez mentionné un certain nombre d'informations que j'avais prévu de faire. Alors, je sais bien que la pédagogie est l'art de la répétition, mais ça sera effectivement. C'est bien. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été mentionnées. Alors, en fait, présenter les règles de participation des calls 9 et 10, bon, c'est quelque chose que je peux faire. Par contre, quant à exprimer la philosophie de IHI, alors là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus un défi pour moi. Donc, je ne sais pas, je rajouterai peut-être à la fin de mes présentations quelques commentaires, on va dire, aux recommandations aux gens qui vont postuler dans les appels d'offres, mais je ne pense pas qu'on peut appeler ça la philosophie de IHI. Une chose, un commentaire en préambule, c'est qu'il n'y a qu'une source d'information sur IHI, c'est le site web IHI. C'est-à-dire que toutes les informations dont vous avez besoin sont sur le site IHI. Alors, ces informations ont été répliquées éventuellement à droite à gauche, ont été traduites, mais l'information princeps est disponible sur le site IHI, que ce soit sur les règles de participation, sur comment trouver des partenaires, sur les projets déjà existants, sur le Strategic Research and Innovation Agenda. Tout ça est disponible sur le site IHI. C'est une mine d'or. Donc, n'hésitez pas à aller y fouiller. Et si jamais vous avez des questions, soit vous pouvez consulter, alors bien sûr, l'équipe du PCN, soit le IHI Office directement. Et si moi, je peux également répondre à vos questions, je serai ravi. Donc, ici, je vais d'abord parler de IHI Call 9. Alors, comme Roxane l'a mentionné, Call 9, c'est pour des calls ce qu'on appelle one stage, en une étape. C'est-à-dire que pour les gens qui ne connaissent pas encore le jargon de IHI, call un projet en une étape, c'est-à-dire que des consortiums publics et privés se constituent, s'auto-assemblent et concourent de manière compétitive et selon le budget disponible et selon, bien sûr, les demandes budgétaires des projets, il y a 1, 2, 3 projets qui est élu en fonction de l'évaluation faite par un panel extérieur. Donc, ici, il est important, je ne sais pas dans l'audience quelle est la proportion entre des partenaires publics et privés.
Mais là, pour le call 9, il faut que vous constituez vos consortiums en associant dès le début des partenaires privés et des partenaires publics. C'est pour ça que regardez la plateforme de matching qui est disponible sur IHI, regardez les présentations qui ont été faites au Brokerage Event, vous donne de précieuses indications sur de potentiels autres partenaires que vous pourriez contacter pour soit rejoindre leurs propositions, soit les inviter dans les propositions que vous seriez en train de monter. Passons donc plus précisément sur le call 9. Alors, là encore, je m'excuse de répéter peut-être certaines notions qui ont été déjà mentionnées par Roxane. Donc, il y a cinq objectifs. Alors, on appelle ça, en français, avant, on appelle ça des appels à projets blancs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des thèmes particuliers, comme c'était le cas sur les One Stage Call de IHI depuis le début, depuis 2022. Et ici, j'allais dire, tout projet qui rentre dans ce qui est décrit dans le Strategic Research and Innovation Agenda de IHI, donc ce document qui est librement accessible sur le site web, tout projet peut être soumis. Ce qui donne une énorme liberté aux personnes qui présentent. Par contre, les seuls critères qui restreignent un petit peu le champ des possibles, c'est que vous devez justement montrer que votre proposition, d'une part, respecte les règles de participation de IHI et est bien alignée avec un des 5 objectifs. IHI reste toujours dans la définition qui est la sienne depuis sa création et qui est dans la législation qui l'a mise en place. Donc, mais ça donne une grande liberté par rapport aux appels d'offres précédents où les thèmes étaient beaucoup plus précis. Je rappelle que tous ces projets sont exécutés par des consortiums publics et privés. Et sachant que l'industrie fournit à peu près la moitié du financement des projets, ce sont des projets qui ont une très, très forte connotation industrielle. Ce qui différencie, en général, de la plupart des projets du type Horizon Europe, enfin du reste d'Horizon Europe, des autres projets du deuxième pilier. Et donc, ma recommandation ici, c'est que les projets que vous allez soumettre ne doivent pas être des projets qui prévoient de la recherche académique ou de la recherche fondamentale. Il ne faut pas oublier que c'est la recherche qui doit avoir un impact sur les systèmes de santé, sur la qualité des soins, sur l'amélioration de la prise en charge des patients. Et c'est de la recherche qui se fait, là c'est plus pour les industriels, dans le domaine pré-compétitif. Ces projets ne peuvent pas concerner le développement de produits qui seraient spécifiques à une entreprise. IHI n'est pas le bon outil pour ça. Donc, c'est important de faire la distinction. IHI n'est pas un programme qui est un autre pilier de Horizon Europe. C'est un programme qui a une très forte connotation industrielle. Donc, je le rappelle parce que ça nécessite, ça suppose des méthodes de travail qui sont un petit peu particulières et pour lesquelles vous devez être bien préparé. Mais je pense qu'un certain nombre de personnes dans la salle sont déjà familières avec ça. Vous retrouverez bien sûr sur le site IHI et sur le site de la Commission européenne pour chacun des topics, les conditions d'application et tout ça. Ce qui est important, et là je voudrais juste résumer ce qui me semble important dans les programmes IHI, en particulier le Call 9, c'est que, là encore je disais, on ne prévoit pas de faire de la recherche fondamentale, on cherche à avoir des projets ambitieux, et ça se traduit par les financements. Bon, j'aurai une slide un peu plus tard sur les ordres de grandeur des budgets par projet, et non pas pour le programme. Donc, des projets ambitieux et des projets qui sont, dans le jargon anglais, on dit transformatifs. C'est-à-dire des projets qui ont un réel impact à la fin du projet. On ne demande pas que le résultat final, ça soit des publications dans des revues internationales à comité de lecture. Ici, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un impact d'une manière ou d'une autre sur les systèmes de santé et que, effectivement, ce projet a changé la donne, a amélioré significativement la délivrance des systèmes de soins en Europe. Et bien sûr, on ne demande pas à faire de la recherche incrémentale en disant on va faire un petit peu mieux, un petit peu mieux. Non, ici, on cherche, et c'est pour ça qu'il y a des gros budgets alloués à ces projets-là,
on cherche à faire quelque chose qui ait un impact et qui soit réellement différenciant en adressant bien sûr des besoins nouveaux qui n'ont pas encore été adressés. D'ailleurs, il est recommandé aux personnes qui préparent des projets de se référer, dans l'état de l'art bien sûr, à se référer aux projets existants pour montrer que vous vous distinguez bien des projets existants dans ce secteur-là. Une autre spécificité de IHI sur laquelle je voudrais insister, c'est que sur le plan industriel, vous avez très souvent un mélange de sociétés qui viennent du secteur pharma, du secteur medtech ou du secteur biotech. Et IHI est le seul programme en Europe, c'est sûr, et je pourrais presque être tenté de dire dans le monde, enfin je pense aux États-Unis, où on peut justement associer des industries, des industriels de différents secteurs. Et en fait, en proposant ça, c'est juste refléter comment les soins sont fournis aux patients et à travers les professionnels de santé. En fait, quand vous allez vous poussez la porte de l'hôpital, vous ne demandez pas je veux un médicament ou je veux un traitement par dispositif médical, vous demandez à être soigné ou être pris en charge. Et donc, c'est ce qu'on cherche à intégrer dans les projets IHI avec cette dimension cross-sectorielle. D'autre part, le spectre d'activité peut être assez large. Ça peut concerner, selon la nature du projet, de la recherche très médicale avec la découverte de nouvelles molécules, de nouveaux moyens de traitement, de nouvelles méthodes de diagnostic. Le test en conditions réelles de ces traitements, mais ça peut être aussi évaluer une évaluation de santé économique pour voir l'impact de tel ou tel traitement, le développement de nouveaux standards, de nouvelles références, de nouveaux guidelines, y compris dans le domaine des sciences réglementaires ou de ce qu'on appelle en anglais value-based healthcare. Donc, essayer de montrer la valeur apportée par l'innovation dans les systèmes de santé. Donc, là encore, j'insiste, les projets de IHI ne sont pas juste de la biochimie, de la physique ou de la génomique. Ici, ça couvre le spectre très large de tout ce qui peut améliorer la délivrance des systèmes de santé. Je rappelle les règles générales justement sur l'accès libre aux données qui vont être produites par le consortium. Et là, on se réfère aux règles globales proposées par la Commission européenne dans le cadre du Horizon Europe. Un point important quant à votre manière de présenter le projet. Roxane a présenté les 5 topics, on pourrait dire thèmes, qui représentent les 5 axes stratégiques de IHI. Par contre, vous ne pouvez présenter votre projet que dans une seule de ces catégories. Donc, à vous de voir quel est l'axe stratégique principal que vous allez adresser dans votre projet. Et comme le disait Roxane, vous pouvez éventuellement mentionner que votre axe principal, c'est par exemple le numéro 2, mais que aussi, dans votre projet, vous comptez aussi adresser le 3 et le 4. Mais je vous rappelle que chaque thème est évalué par un panel d'experts indépendants et que donc, il n'y aura pas plusieurs évaluations. Votre projet sera évalué par un seul comité d'experts qui va s'occuper de tous les projets soumis à un seul thème. Donc, je vais passer à la suivante. Je ne vais pas détailler parce que vous avez toute l'information disponible sur le site web topic par topic. Mais donc, il faut que votre objectif, là encore, j'insiste là-dessus, votre projet ait un impact à la fin. Vraiment, on se dise, ah oui, à la fin du projet, c'est différent au début. Il y a quelque chose qui est marquant. Et pour illustrer ça, vous pouvez regarder à titre d'information les anciens projets qui ont été financés. Alors, il n'y a pas encore de projet IHI terminé, mais le prédécesseur de IHI s'appelait IMI 1 et 2. Et vous avez sur le site de IHI toutes les fiches projets des 200 projets, enfin un peu plus de 200 projets qui ont déjà été financés, pour vous donner un exemple de réalisation dans le cadre de partenariats publics-privés. Et c'est important d'avoir bien ça en tête parce que c'est vraiment différent des projets du deuxième pilier
peut-être pour lesquels vous êtes un peu plus habitués. Voilà ce que je voulais dire sur le call 9. Un mot sur le budget. Roxane a déjà présenté les budgets qui sont alloués. Et donc, vous avez à peu près, ici c'est un tableau approximatif, ce n'est pas le détail exactement de chacun des calls, mais pour chaque topic, il y a donc un cofinancement à 50% de tous les projets, donc avec la moitié de la contribution qui vient avec une contribution en nature des industriels. Donc, les industriels mobilisent leurs équipes, leurs équipements, leurs consommables, leurs données, leurs infrastructures. Et la commission investit à peu près le même montant en cash pour financer les partenaires publics dans les projets. Alors, partenaires publics, ça peut être les hôpitaux, les universités, les associations de patients, les agences réglementaires. En général, c'est tout ce qui n'est pas grande industrie. Parce que même les PME, les PME ou les startups peuvent faire partie du consortium public si elles veulent être financées à 100%. Donc, les partenaires publics sont financés, sont éligibles pour être financés jusqu'à 100% de leur coût éligible. Bien sûr, les industriels, eux, dans ces projets-là, en tout cas, les industriels du secteur MedTech peuvent partiellement être financés. Ça se discute dans le cadre du consortium. Les partenaires pharmaceutiques qui sont dans ces projets, eux, ne sont jamais financés. Je voudrais faire un commentaire parce que ça figurait sur une des slides de Roxane en disant il faut 45% de budget industriel. Je me permettrai de corriger ce libellé parce qu'il est trompeur. C'est-à-dire que c'est au minimum 45%, mais en fait, la cible, c'est 50%. Parce que si jamais, durant l'exécution du projet, vous descendez en dessous de 45%, le projet doit être arrêté. Donc, ma recommandation, c'est qu'il faut que vous visiez un financement industriel à 50%. Je sais que c'est difficile d'obtenir ça, mais c'est une des conditions d'éligibilité dans les projets AHI. Ici, dans ce deuxième tableau, vous avez le budget, non pas par topic, mais par projet au sein d'un topic. Donc, par exemple, sur le topic 1, il est recommandé, on pense que des projets qui ont un budget, une demande budgétaire de 16 millions, ça devrait permettre l'exécution de ce projet-là. Vous avez toujours la possibilité de justifier si vous avez besoin de plus ou de moins, d'expliquer pourquoi votre demande budgétaire, enfin surtout si vous avez plus, dépasse ce cadre-là. Si c'est dûment justifié, ça pourrait être accepté par le comité d'évaluation. Donc, en fait, quand vous voyez ces différences de financement qui vont donc de 16 millions par projet à 30 millions, enfin même de 10 millions à 30 millions, c'est parce que selon la nature des axes stratégiques, vous allez voir que les projets sont d'ampleur totalement différente et ils mobilisent des ressources bien plus importantes. Entre autres, dès qu'on mobilise des ressources cliniques, les budgets grimpent très très vite. Alors, je viens maintenant sur des commentaires qui ont été présentés en public, je vais revenir là-dessus. Quelques conseils pour les gens qui vont préparer ou qui préparent déjà, je leur souhaite pour eux, qui préparent des projets. D'une part, lisez bien tout ce qui est disponible, non seulement sur le call, mais sur AHI. Pour bien comprendre la philosophie de ce programme-là, je suis désolé d'insister encore une fois, les projets AHI sont significativement différents des projets dans le pilier 2 de Horizon Europe. Vous avez sur le site web, là encore, AHI, je disais, est l'endroit où aller en premier. Vous avez plein de ressources. Je vais y revenir sur les diapositives suivantes. Et sûrement, si vous regardez la section des questions, d'autres avant vous se sont posés les mêmes questions et vous avez les informations. Bien évidemment, la première chose à faire, c'est de lire le Strategic Research and Innovation Agenda qui explique un petit peu la feuille de route scientifique et technologique du programme AHI. Et là encore, que vous ayez commencé à monter votre projet, en particulier, que ce soit que vous soyez un partenaire public ou privé, n'oubliez pas que dans les One Stage Call, vous êtes une association entre des partenaires publics et privés dès le début. Vous avez donc tout un tas d'informations sur le site
IHI. Si vous cherchez des partenaires, comme c'est souvent le cas, vous pouvez consulter bien sûr la plateforme qui a toutes les vidéos et les diapositives qui ont été présentées au Brokerage Event organisé par IHI en fin d'année 2024. Vous avez l'outil de recherche de partenaires de la Commission européenne, vous avez les PCN, vous avez aussi les points de contact nationaux IHI, et vous avez aussi bien sûr LinkedIn, qui est un bon moyen pour trouver des partenaires. Sur la plateforme de brokerage de IHI, vous pouvez retrouver donc tous les pitchs qui ont été présentés donc sous forme audio, vidéo et les supports de présentation qui ont été présentés par des partenaires publics et privés. Cet événement a eu lieu en personne à Bruxelles, mais tout ça a été enregistré et est disponible. Donc là encore, c'est une excellente source d'informations sur les partenaires potentiels que vous pouvez trouver. Et puis bien sûr, je pense que vous mobilisez votre propre réseau. Et je vous recommande la plateforme aussi, soit de brokerage ou aussi de matchmaking, parce que cette plateforme a été remise à neuf, et donc elle est beaucoup plus facile d'interface maintenant. Vous avez énormément de propositions, plus avec des critères pour faire des recherches sélectives. Donc tout ça est disponible et disponible pour vous sur le site IHI. Si jamais vous voulez rajouter éventuellement votre profil, à ce moment-là, vous pouvez rajouter vous-même votre profil sur la plateforme de Brokerage Event qui va être ouverte jusqu'à la date de soumission, donc c'est-à-dire le fin avril, ouverte pour être à votre disposition. Et vous avez ici vous avez eu des événements donc, qui se sont passés organisés aussi par l'Office, qui a organisé aussi des webinaires d'information sur, par exemple, les règles de participation Call 9, les règles de participation Call 10, et il y a eu également un séminaire organisé pour présenter les topics du Call 10. Alors, j'en ai fini sur le Call 9. Je n'ai pas de diapositive sur Call 10. Je pourrais les récupérer après et compléter mon slide deck. Le Call 10 a une différence majeure par rapport au Call 9, dans le sens où le Call 10 est ce qu'on appelle un two-stage, donc une soumission en 2 étapes. Pour le Call 10, comme vous l'avez vu sur les diapositives partagées par Roxane, le consortium industriel est déjà déterminé. Donc, on a déjà un groupe d'industriels qui ont écrit en collaboration avec l'Office le texte de l'appel à projet. Les industriels ont déclaré l'investissement qu'ils vont faire dans le projet. Et donc, ces Call 10 sont ouverts uniquement pour les partenaires publics. Et il n'y a pas besoin d'inviter des sociétés de grandes entreprises dans votre projet parce qu'elles sont déjà dans le projet. Donc, la recherche de partenaires est de nature différente. Vous pouvez inviter, là encore, je rappelle que les PME, les startups sont des partenaires, peuvent être considérés dans le consortium public. Et si vous avez des industriels qui ne sont pas dans les 4 associations représentant le secteur biotech, medtech et pharma, à ce moment-là, ils peuvent rentrer comme contributing partner avec des conditions précisées sur le site web, comme l'a précisé Roxane. Donc, la dynamique est un petit peu différente. Les two-stage calls, finalement, à la fin, vont quand même se traduire par un consortium public-privé, mais ce consortium va se constituer en fait en 2 étapes. D'abord, le consortium industriel est déjà constitué. C'est à vous de jouer pour le consortium public, et après, on va marier, si je peux me permettre cette expression, le consortium gagnant public et le consortium privé, et ensemble, ils vont écrire la proposition finale qui sera soumise, là encore, à IHI pour validation. J'en ai terminé ici sur cette brève introduction. J'ai essayé d'aborder cette question de la philosophie de IHI pour vous expliquer comment ce programme se distingue des autres programmes. C'est un programme donc à connotation industrielle importante.
dont les résultats doivent avoir un impact réel et concret sur les systèmes de santé en Europe. Mais ça ne change rien et personnellement, je pense que ça rajoute beaucoup euh, dans la motivation à construire ce genre de projet. Travailler avec des partenaires publics et privés, c'est un exercice particulier qui apporte beaucoup de satisfaction, mais qui a aussi ses exigences. Donc, je vous encourage à anticiper le plus vite possible. Et c'est vrai qu'on est déjà mi-février. Mais de toute façon, tout ce qu'on dit aujourd'hui est valable pour le call 9 et 10, mais sera valable aussi pour le call 11, 12, 13, 14, enfin, les calls qui restent jusqu'à 2027. Je termine ici. Je voudrais juste je vais répondre aux questions quand ça sera le temps des questions. Mais j'ai également dans l'assistance, il y a mon collègue Nicolas Creff qui représente l'industrie pharmaceutique, qui est exactement fait le même job que moi dans l'industrie pharmaceutique. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions, que ça concerne l'industrie medtech ou l'industrie pharmaceutique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Patrick. En fait, vous avez répondu très bien, je pense, à la question de la philosophie à Yechai avec votre présentation. En fait, c'est important de souligner cette partenariat public-privé. En fait, soit parce qu'on a déjà des questions sur Teams, soit on répond, en fait, il y a trois questions rapidement, soit vous répondrez rapidement et on passe directement au témoignage, soit à la fin. Qu'est-ce que vous préférez, Patrick? Attendez, je regarde, c'est les questions qui sont dans le chat, c'est bien ça? Attendez, je Oui, en fait, il remonte y a pour trois les. questions. euh, Une question que Roxane a posée, tu peux la poser, Roxane. Ouais. Oui, merci. En fait, dans le topic 2 du call 10 et uniquement dans ce topic, dans le budget indicatif, on a oui, trois catégories. On a les deux catégories habituelles qui sont la contribution de l'IHI, Joint oui. Undertaking, de l'industrie, et on a une contribution from IHI Contributing Oui. Partners. Comment on doit le comprendre? C'est-à-dire que le consortium industriel qui est déjà composé est composé en majorité de membres qui sont des associations FPA, Medtech Europe, Europa Bio et COSIR, et un partenaire industriel qui n'est pas membre de ces associations-là. Donc, c'est pour ça qu'ils rentrent comme contributing partner. D'accord, merci. Et vous avez une deuxième question. Karine, vous voulez la poser directement? Je lis votre question. Je vois comment c'est un grand groupe qui n'est pas Ouais. associé à un membre privé peut rejoindre. Alors, la participation d'un grand groupe qui n'est pas affilié à une des quatre associations industrielles ou à ces associations. Parce que j'ai oublié de préciser, les quatre associations industrielles, donc FPA, COSIR, Medtech Europe et Europa Bio, les industriels seront soit membres de ces associations-là, soit membres des associations nationales affiliées à ces associations. Par exemple, dans le cas de Medtech Europe, nous avons en France le SNITEM ou le CIDIV qui sont affiliés à Medtech Europe. Donc, si vous êtes membre du SNITEM ou du CIDIV, vous êtes du côté industriel. La même chose dans le secteur pharma pour la France. Si vous êtes membre du LEM, vous êtes affilié indirect via le LEM au secteur pharmaceutique. Donc, ça regroupe déjà beaucoup d'entreprises, mais si vous êtes pas affilié ni à une association européenne, ni à une association nationale, vous pouvez participer au call. Alors, ça dépend si c'est un one stage ou un two stage, mais à ce moment-là, vous devez rentrer comme contributing partner si vous voulez apporter du in-kind contributions. Je rappelle que dans les two stage calls, donc le call 10, les grands groupes ne peuvent jamais recevoir de financement. Ils peuvent contribuer en in-kind, mais ils peuvent jamais sur la question du financement. Et ici, je voudrais, si vous en êtes d'accord, il y a aussi une autre forme de contribution que je n'ai pas mentionnée parce qu'elle est moins fréquente, c'est que les industriels peuvent aussi contribuer en cash. Et ici, si on peut donner la parole à Nicolas Creff, là, mon collègue du secteur pharma qui est dans l'assistance, préciser peut-être les conditions, enfin, comment un industriel peut apporter du cash en complément ou à la place de contributions in-kind.
Oui, merci Patrick. Bonjour. Et pour décoder très rapidement, parce que je vois la question de Roxane, hein, sur la mention du topic 3. Donc, juste pour être très clair, sur ce topic, on a quelques partenaires industriels qui ont fait un commitment en in-kind et aussi en cash. Et la somme de cash ici, c'est un peu plus de 500 000 euros. En fait, ce que veut dire cette phrase, ça veut dire qu'ils se sont fait ce commitment et que, en gros, quand le consortium public sera sélectionné, ils discuteront ensemble de l'allocation optimale de ce cash. Et ça n'a pas encore été décidé et c'est soumis à discussion. Ça veut dire que c'est pas aux partenaires, ils l'ont pas décidé, mais c'est pas non plus aux partenaires académiques de décider tout de suite à quoi ce cash sera utilisé. Ça fera l'objet d'une discussion publique-privée euh, du consortium. Et j'en profite peut-être pour répondre à l'autre question qui est sur les timelines, les partenaires seront notifiés sur le call 10. Donc alors, je réponds avec prudence, c'est toujours indicatif, hein, le process d'évaluation, l'approbation par notre governing board, mais probablement ce sera fin juin, début juillet, en effet, que les consortia seront notifiés du résultat de l'évaluation. Merci Nicolas. Donc, pardon, donc Merci beaucoup. Nicolas, c'est bien un additional 500 000 euros, c'est ça? Effectivement, je confirme, c'est en plus du financement de IHI et de l'Union européenne. Ok. Et d'ailleurs, quand vous regardez sur ce budget, vous avez toujours le contribution from IHIJU et contribution des partenaires. Donc, ceci dit, hein, pendant qu'on parle, je vérifie juste dans le texte pour être quand même sûr que je vous induis pas en erreur. Euh, C'est 3 bullet points bien distincts. Effectivement, c'est bien distinct. Ouais. Je vous remercie Merci. pour votre contribution, c'est super intéressant. Je propose de passer au témoignage. Et puis, si on a des questions à la fin encore, vous pouvez encore répondre à des questions. Je voudrais remercier Nicolas Martelly et Cyril Royard d'avoir accepté de témoigner leur expérience dans les projets ASHI ou IMI. Je vous laisse la parole, Nicolas. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce que C'est bon, on voit bien. ça, Parfait, c'est bon? Ok, parfait. super. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Nicolas Martelly, je suis pharmacien hospitalier, maître de conférence à l'Université Paris-Saclay. Ce que je vous propose, c'est donc un témoignage, je dirais, à chaud, parce que c'est un projet qui a commencé depuis un tout petit peu plus d'un an, dans lequel j'ai l'occasion d'être partenaire public. Et donc ce projet donc IHI, donc c'est Harmonized Approach to Early Feasibility Studies for Medical Devices in the European Union. Et je vais voilà à travers ce projet vous expliquer un petit peu mon ressenti et comment ça a pu se développer au cours de cette année et demie de projet. Alors, déjà, juste en deux mots, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le projet, mais simplement pour vous donner un contexte. L'objectif de ce projet est donc en fait de développer pour l'Europe ce qu'on appelle des études de faisabilité précoce pour les dispositifs médicaux. Qu'est-ce que c'est qu'une étude de faisabilité précoce? Vraiment très schématiquement, c'est une investigation clinique qui est réalisée de manière très précoce dans le développement d'un dispositif médical. L'idée, c'est je dirais, affiner la conception d'un dispositif médical. Donc, c'est-à-dire que on va réaliser une investigation clinique sur un dispositif médical qui n'est pas totalement fini, qui n'est pas totalement finalisé, pour justement l'améliorer et s'assurer qu'on arrive à optimiser sa sécurité, sa performance clinique. Et ça, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un certain nombre d'années aux États-Unis, depuis 2013. Et l'idée vraiment de ce projet, c'est d'importer en fait cette idée en Europe et de l'adapter aux standards européens et de chercher justement à développer, adapter en fait cette idée-là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, en Europe, il n'y a pas de programme sur les études de faisabilité précoce qui soit dédié. C'est-à-dire que on a un certain nombre, comme vous le savez, c'est peut-être sur les dispositifs médicaux, une nouvelle réglementation qui est en vigueur depuis 2021, depuis mai 2021. Mais il n'y a pas en fait de cadre procédural pour ce type d'études. Et ça peut être en fait un désavantage pour le continent européen qui, face
aux États-Unis où ce système existe et qui est très attractif en fait pour les entreprises pour développer leur dispositif. Donc une perte en compétitivité et en attractivité pour les entreprises européennes, mais également au détriment potentiellement des patients européens. Donc l'impact et les bénéfices en fait de ce projet, de développer en fait ces études de faisabilité précoces en Europe, c'est d'une part pour l'industrie s'assurer d'avoir une bonne efficacité et en ce qui concerne le développement en fait de leur technologie de santé, donc des dispositifs médicaux en particulier, et donc à ce moment-là de maximaliser la probabilité de mettre sur le marché des dispositifs médicaux qui soient les plus performants et les plus sûrs possibles. Pour les autorités compétentes, comprendre pour les autorités de santé européennes, ben, c'est encourager l'accès à l'innovation par ce système qui est, on va dire, très attractif pour les entreprises qui développent des nouveaux dispositifs médicaux, mais tout en assurant une sécurité en fait des patients et donc un accès précoce pour les patients donc à ces technologies innovantes. Et donc ça, c'est quelque chose qui effectivement par l'expérience qu'on connaît aux États-Unis, nécessite d'être adapté je dirais, aux spécificités de la réglementation européenne. Et en ce qui concerne les patients, eh c'est de leur permettre un accès pour les situations où il n'y aurait pas d'alternative thérapeutique ou des alternatives thérapeutiques qui ne seraient pas satisfaisantes, de pouvoir leur proposer des technologies plus innovantes dès que possible. Alors, ce projet, en quelques chiffres, il est constitué donc de 22 partenaires publics et privés. C'est un projet qui va durer 4 ans, qui a commencé en septembre 2023 et qui va se terminer donc en septembre 2027. Les subventions donc reçues dans le cadre de l'IHI sont de 19 millions d'euros. Et le coordinateur public en fait de ce projet, c'est l'université de Bocconi, donc qui se trouve à Milan en Italie, et la partie, je dirais le consortium, la partie privée du consortium est pilotée donc par l'industriel Edwards Life Sciences. Alors, maintenant que je vous ai en quelques mots présenté dans les grandes lignes le projet, je vais essayer de vous expliquer quelles ont été mes motivations pour participer et comment ça s'est passé ensuite pour travailler avec les différents partenaires. Donc déjà, en ce qui concerne mes motivations, comme tout chercheur, j'avais à cœur de développer mes activités de recherche et d'avoir l'opportunité de creuser certains sujets qui me semblaient d'intérêt. Et c'est vrai que dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse depuis maintenant une quinzaine d'années à l'évaluation des dispositifs médicaux, en particulier les plus innovants. Et donc, justement, pouvoir intégrer mes compétences et en tout cas mes idées de recherche aussi au sein d'un grand projet comme ceci, c'était une ambition assez intéressante. Et puis aussi, également, apprendre à être, je dirais, comment dirais-je, dans la gestion de projet et aussi à chercher donc à améliorer mes compétences de ce côté-là, puisque j'avais eu l'occasion déjà de participer à des appels à projets, je dirais, beaucoup plus petits, beaucoup plus modestes. Et donc là, de pouvoir être intégré donc dans un projet de cette envergure, c'est également une opportunité extrêmement intéressante. En plus de ça, j'ai eu l'occasion de participer à des advisory boards européens ou à, on va dire, être, je dirais, sollicité en tant qu'expert sur différents projets européens, mais jamais être, je dirais, partenaire. C'est mon premier projet européen et jamais être partenaire je dirais, complètement, je dirais, à temps plein d'un projet de ce type. Et donc ça, c'était aussi pour moi une opportunité intéressante de m'initier à cette collaboration interculturelle avec différents partenaires de différents pays européens. Alors, en ce qui concerne l'identification des partenaires, alors je ne suis pas coordonnateur du projet, l'APHP n'est pas coordonnateur du projet, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui est je dirais mon institution dans ce projet, donc n'est pas coordonnateur et donc j'ai été initialement sollicité par l'université de Bocconi avec laquelle j'avais eu déjà des collaborations antérieures sur d'autres projets et donc, par rapport aux compétences que je pouvais apporter avec mon équipe, la proposition de prendre en charge la co-direction, donc d'être co-leader d'un work package. Je ne connais pas, je ne sais pas exactement si
dans l'assistance, il y a beaucoup de personnes qui ont l'occasion de participer à des appels à projets ou des appels à projets européens. Donc, le Work Package, c'est la manière dont on divise finalement les activités au sein d'un projet. Et donc, en ce qui concerne l'interaction donc avec les partenaires, mon rôle a été essentiellement de recruter, je dirais, les bons spécialistes au sein de mon groupement hospitalier pour pouvoir participer à ce projet. Alors voilà, ça c'est simplement pour vous illustrer que donc le consortium est donc divisé donc entre partenaires privés et publics. Que donc on a effectivement différents work packages donc qui constituent les différentes étapes de développement du projet et que dans le cadre de ce projet, nous sommes avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris co-leader du work package 2 avec donc nos collègues du Trinity College de Dublin en Irlande. Alors, bon, très rapidement, les premiers résultats qu'on a eus sur le projet, donc je dirais à date, sont que les études de faisabilité précoce seraient complètement envisageables dans le cadre européen. Donc ça, c'est en fait en lien avec justement ce qu'on est censé faire dans le cadre de ce Work Package 2, c'est-à-dire analyser la réglementation et la compatibilité de la mise en œuvre d'études de faisabilité précoce par rapport au contexte réglementaire européen qui préexiste. Et donc, dans le cadre en fait de ces premiers travaux, on a mis en évidence les éléments qui permettraient de porter en fait ce nouveau cadre procédural en Europe, et notamment de souligner que le dialogue entre les autorités compétentes et les porteurs de projets sont absolument essentiels donc pour développer ce type en fait d'évaluation précoce. Donc voilà, je m'étends pas trop puisque je préfère passer peut-être un peu plus de temps sur mon ressenti et l'expérience donc au sein de ce projet. Alors, quels sont les bénéfices que on a pu en fait percevoir qui sont liés à notre participation au sein de ce projet? C'est tout d'abord des bénéfices en matière de visibilité et d'opportunités de collaboration, bien sûr, puisque ce consortium donc, est très vaste. Il implique des acteurs à la fois donc, du secteur privé et public. Et donc ça, c'est vraiment très, très intéressant en matière je dirais, de reconnaissance professionnelle, de contact et aussi de possibilités donc, de collaboration future, donc au sein notamment du groupe de travail qu'on a constitué pour notre work package. J'ai eu l'opportunité d'être mise en contact avec des personnes dont je connaissais les travaux, mais à travers cette participation active, de mieux se connaître, d'apprendre aussi des nouvelles techniques de travail et de brosser aussi d'autres collaborations qui pourront s'étendre au-delà du projet. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Accès aussi à de nouvelles informations, puisque ce consortium fonctionne vraiment comme une sorte de réseau vraiment où on partage énormément d'informations entre nous. Donc ça permet aussi de bien détecter, je dirais, assez rapidement en matière de recherche, toutes les tendances émergentes sur nos sujets d'intérêt. Donc en ce qui concerne les dispositifs médicaux, dans mon cas, bien sûr, mais aussi tout ce qui concerne des choses un peu plus, je veux dire, en devenir, comme l'intelligence artificielle, par exemple. Parmi les choses aussi qui ont été très très importantes et qui sont vraiment essentielles dans je dirais le bon déroulement en fait de ce projet, c'est l'appui dont j'ai pu bénéficier au sein de ma propre institution, notamment grâce à la DRCI. Je crois que mon collègue Nicolas Bertolucci est connecté. C'est lui en particulier qui suit ce projet au sein de la DRCI de la PHP et qui m'apporte une expertise qui est très importante. Parce que moi, je suis vraiment sur le versant scientifique du projet, mais pour tout ce qui concerne le suivi, je dirais, financier et plus administratif, j'ai effectivement besoin d'appui et d'aide, en fait, par une structure qui puisse me faire bénéficier de son expérience. Et ça a été vraiment un plus pour me permettre, à moi et mes collaborateurs, de vraiment nous plonger dans l'aspect vraiment purement scientifique. Alors, quels sont les défis qu'on a pu rencontrer? Alors, au sein du consortium et parmi tous les partenaires, c'est effectivement pas toujours simple de savoir quelles sont les responsabilités de chacun et de bien différencier les personnes qui sont co-leaders ou leaders en fait d'un work package des personnes qui sont par exemple responsables d'une activité au sein de ce work package, et donc de bien superviser les rôles parmi nous. C'est voilà, ça demande un petit peu
d'apprivoiser un petit peu la manière, les différentes façons de travailler, surtout en plus, je dirais dans le cadre d'une collaboration interculturelle où, alors bien sûr, il faut parler anglais, ça c'est absolument incontournable, mais je dirais même que si vous parlez une langue supplémentaire, ça peut être également aussi très aidant. Dans mon cas, je peux parler italien, donc ça peut m'aider aussi beaucoup à interagir avec mes collègues. En ce qui concerne la gouvernance, là aussi, et le fait d'avoir un coordinateur expérimenté comme Bocconi, c'est vraiment un grand plus, puisque quand on est partenaire, donc forcément, on a une vision, donc je dirais, d'une partie du travail, même si on participe au comité de pilotage et à à l'ensemble en fait des décisions qui peuvent se prendre à l'échelle du consortium, mais c'est très très important d'avoir un coordinateur qui ait de l'expérience. Et nous, dans notre cas, on est très chanceux d'avoir donc l'université de Bocconi qui est en mesure de piloter ça vraiment avec beaucoup de savoir-faire. Communiquer, donc ça rejoint un petit peu les points que j'ai cités préalablement. Ça aussi, on est nombreux enfin, en particulier dans le consortium, on est assez nombreux d'avoir tous le même niveau d'information sur les sujets et l'avancement du projet. C'est pas toujours simple, surtout si vous êtes sur plusieurs work packages en même temps. C'est vraiment parfois, voilà, il y a tout un travail de communication et pour ça, il faut avoir des outils. Maintenant, il y a énormément d'outils qui sont disponibles, mais il faut en avoir une bonne maîtrise et être en mesure véritablement de faire en sorte que tout le monde soit, je dirais, sur un pied d'égalité en ce qui concerne les informations. Et c'est pas toujours simple quand on est nombreux. Je terminerai pour tenir mon temps, j'espère que j'ai pas trop dépassé, sur quelques conseils que je pense, enfin, qui, en tout cas avec le recul, me semble important. C'est très très important de bien anticiper et calculer les ressources dont vous avez besoin dès la rédaction du projet. Alors c'est pas toujours simple, c'est vrai que sur le plan des ressources, on imagine qu'on va passer un certain temps à titre individuel, enfin du moins pour son équipe, sur une partie du projet. Mais c'est très très important d'en discuter avec les autres partenaires parce que si sur une même tâche, il y a plusieurs équipes qui sont concernées, bah, il faut très très vite anticiper la manière dont on va diviser ce travail et des fois on peut se retrouver à être très nombreux sur une tâche et donc finalement pas avoir un nombre de PM requis. Donc PM, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, c'est person months, hein, c'est la manière de décompter le temps de travail de chacun au sein au sein d'un projet. Donc si voilà, on discute pas avec ses partenaires et qu'on n'est pas capable de bien définir qui va faire quoi et comment, après c'est vrai que c'est difficile de bien ajuster les ressources nécessaires. Il est aussi, et ça c'est très important, de suivre avec précision ce qu'on dépense en matière de temps également. Donc pour ça, d'avoir des tableaux de suivi. Alors c'est un peu contraignant, mais c'est nécessaire parce que il faut être en mesure de se suivre vraiment en continu et de savoir si on assure une bonne allocation des ressources qui nous sont dédiées. Et ça nécessite par ailleurs de bien documenter tout ce qu'on peut faire. Voilà. C'est pas marqué sur la diapositive, mais c'est quelque chose, enfin, qui fait quand même le lien avec l'anticipation de la charge de travail. Au moment de la rédaction du proposal, donc quand on rédige donc l'appel à projet lui-même initialement, il faut faire attention à tout ce qu'on écrit puisque après c'est vraiment le document de référence pour l'ensemble du projet. Et si c'est ce document qui est validé, ensuite on y est tenu. Alors on peut réaliser des amendements, etc. par la suite, mais on peut parfois avoir vraiment écrit un mot ou une phrase qui nous semblait complètement anodine, mais après, dans la réalité, ça se traduit par, OK, vous vous êtes engagé à faire telle chose, eh bien, il faut le mettre en œuvre. Et des fois, ça peut prendre des proportions absolument énormes, alors qu'on n'avait pas forcément porté beaucoup d'attention, je dirais, à une phrase en particulier ou ce genre de choses. Donc, tout ce que vous mettez dans le proposal compte et et ça vous suit en fait tout au long du projet. Donc, c'est très, très important de bien documenter ça dès le début et de savoir à quoi correspond chaque tâche que vous avez anticipée. Voilà, j'espère que j'ai tenu le temps qui m'était dédié et je suis à votre disposition pour toute question par la suite. Merci beaucoup, Nicolas. Eh ben, j'ai une petite question. Est-ce que c'était un challenge, ou plutôt pas du tout?
le travail avec les industriels. Alors, non, non, ça n'a pas été un challenge dans le sens que, alors, au quotidien, ça se passe extrêmement bien. Je dirais, on fait beaucoup de réunions justement pour s'assurer, ça fait le lien avec ce que je disais précédemment, que on parle de la même chose et on est d'accord sur la direction que prend le projet. Donc non, ça n'a pas été particulièrement compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est ce que j'évoquais aussi, c'est le fait de toujours être en mesure de, comment dirais-je, de communiquer et de savoir que tout le monde avance au même pas sur le projet. Mais c'est pas un problème qui est lié aux partenaires privés ou publics. C'est juste une question de niveau d'information générale au sein du consortium. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question pour Nicolas avant de passer au témoignage de Cyril? Oh, merci beaucoup. Merci Si. beaucoup, Nicolas. Merci à tout le monde. Cyril, je vous laisse la parole. On va terminer. Combien de temps je dispose? Une quinzaine, oui, une quinzaine de minutes en total Ok, parce qu'on doit. avec les Ok. questions. Ouais, ouais. Ouais, je pensais qu'on pourrait arrêter un peu plus tôt pour Oui. pouvoir donner un peu de temps pour les questions. Ok. Euh, donc, je m'appelle Cyril Guyard et je suis le directeur scientifique de Buaster, qui est un institut de recherche technologique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un institut de recherche technologique? Donc, c'est un institut qui est cofinancé par le gouvernement français, qui est basé sur du partenariat public-privé. Donc, ce qui fait que si on compare avec l'IHI aujourd'hui, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est en dehors de l'IHI, c'est de travailler avec du cofinancement de l'industrie et de l'État. Donc, notre statut, on est un non-for-profit. On a été établi en 2012. Et puis, on est des opérateurs de la recherche, quoi. On est en focus qui est la microbiologie et maladies infectieuses, et donc ça, ce sera logique pour la logique qui s'appliquera dans les projets dans lesquels on est impliqué aujourd'hui. Donc on est depuis plusieurs années, on est impliqué dans des projets Horizon Europe, et puis on a été jusque-là impliqué dans 3 projets de type AMI. Le premier qui est présenté juste en haut à droite, qui s'appelle ValueDX, qui est un projet qui s'est terminé en fin d'année dernière, qui avait pour objectif donc c'était un projet de market access. Donc l'idée ici était de démontrer la plus-value d'un diagnostic précoce des résistances aux antimicrobiens pour des bactéries infectieuses, pour réduire justement la croissance et l'émergence de ces résistantes. Alors je ne reviendrai pas sur ces projets, sur la conception et sur la réalisation de ce projet, mais il s'est terminé l'année dernière. Et puis il y a 2 autres projets qui sont eux, qui n'adressent pas le domaine du diagnostic, mais qui avaient été mis à candidature dans le cadre des AMR Accelerator. Donc en gros, c'est un incentive de l'IHI, de l'AMI, pour pouvoir financer le développement d'antimicrobiens. Alors le GNANAO, c'est un projet qui est focalisé sur les grammes négatifs avec des pharmas. Et puis Ra4TB, je vais y revenir juste après. C'est un projet qui a pour objectif de développer, d'identifier des molécules antituberculeuses. Donc Ra4TB, en quelques chiffres, donc c'est un projet qui dure 6 ans, donc qui se termine théoriquement en 2025. Initialement, c'était un projet de 5 ans, mais qui a été prolongé d'une année supplémentaire en raison de l'apparition du Covid et de l'interruption d'une part des activités. Donc c'est un gros projet, il y a 31 partenaires différents, 8 work packages. Donc l'avantage, c'est que Nicolas a donné tout le jargon des EMI à Elcha juste avant, donc je peux l'utiliser sans difficulté. Donc Buaster est impliqué dans 2 work packages. Donc c'est un très gros budget, hein. Donc c'est un budget global de 208 millions d'euros. Et puis Buaster est un tout petit acteur du projet, puisque même si la somme est conséquente en termes de grant, Buaster perçoit 2,3 millions d'euros. Alors, ce projet, il adresse un marché qui est défaillant. Typiquement, un besoin de santé publique, c'est de développer les nouveaux antituberculeux.
avec l'augmentation des résistances et puis une complexité technique et technologique à développer ces antimicrobiens du fait de la pathologie en elle-même. Donc, l'idée dans le cadre du développement de ce projet, c'était, je suis allé trop vite, désolé. C'était de créer une plateforme pour pouvoir mutualiser un certain nombre de molécules pour faire des administrations, soit des combinaisons de ces antituberculeux, pour pouvoir les emmener jusqu'à la phase 1. Et donc, dans ce cas précis, les EFPIA, les partenaires associés, les associés partenaires apportent des molécules candidates qui sont au niveau préclinique. Et puis, les laboratoires académiques développent des outils. Donc, dans les premières années, on a développé des outils pour pouvoir caractériser ces candidats, les développer et les standardiser parce qu'il y a un besoin de répétabilité, de standardisation de ces méthodes pour qu'elles soient compatibles avec des dossiers d'enregistrement clinique. Et puis l'idée, c'est d'arriver à intégrer l'ensemble de ces données avec un objectif d'intégrer 29 candidats et puis avec le taux d'attrition, d'avoir au moins une ou deux molécules qui soient efficaces et qui passent post-phase 1 et qui entrent en phase 2. Je vais très vite sur la partie de la tuberculose. On en a tous entendu parler. La tuberculose, en 2023, 11 millions de personnes qui tombent malades, 25 millions de gens qui meurent, de patients qui meurent. La grosse difficulté de la tuberculose, c'est qu'elle a un état, un stage qui est latent. Ça veut dire qu'on peut être infecté pendant près de 10 ans en étant asymptomatique, ce qui fait qu'il est très compliqué de confirmer l'efficacité des antimicrobiens. Et donc techniquement, ça veut dire qu'aujourd'hui, démontrer l'efficacité d'un antituberculeux nécessite des outils très très spécifiques au niveau préclinique, soit en méthode in vitro, soit sur des modèles animaux qui sont adaptés. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de partenaires. Alors, j'ai essayé de tous les lister là avec des acronymes qui ne me parleront pas à tous. Mais typiquement ici, on a dans ce projet une multidisciplinarité. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent sur l'imaging, sur l'intelligence artificielle, sur l'analyse du mode d'action de ces antimicrobiens, du off-target effect. Donc, le leader académique de ce projet, c'est l'université Carlos III à Madrid. On a aussi une implication forte en termes d'expertise de l'Institut Pasteur. Et puis, le leader industriel, c'est plutôt GlaxoSmithKline, mais on a d'autres aussi, d'autres pharma qui sont impliqués, comme Evotec, Janssen. Et on a aussi, ce qui est original, on a à Société de Partners aussi la Fondation Gates, par exemple, qui ne fait pas partie de l'espace européen. Donc, alors, je ne vais pas aller en détail sur ce qu'on a fait, mais typiquement, on a développé des méthodes qui ont ensuite été mises à disposition de l'ensemble du consortium parce que c'est notre métier, travailler dans un environnement de haute sécurité et valider des omics dans ce contexte pour arriver à caractériser le mode d'action des antituberculos. On a travaillé également sur un work package qu'on appelle le work package 3 qui lui a pour objectif de démontrer l'efficacité des antituberculeux par le biais de biomarqueurs circulants. Et pour ça, on est parti, on a testé un certain nombre d'hypothèses, et puis aujourd'hui, on les exploite dans le cas de la mesure d'efficacité des candidats qui sont rentrés dans le pipeline. L'autre exemple, le dernier exemple, je vais aller assez vite, vous m'arrêtez si je suis trop long. Oui, ouais. Oui, je vous dirais, il vous reste ouais. encore 2 petites Ouais. minutes, comme ça on a le temps pour des questions. Ouais, vous me stoppez, ok? Et puis après, je vais aller sur les questions un peu plus. Donc là, c'est un autre exemple, c'est Gnanao, qui est lui un AMI, un accélérateur one stage. Donc en gros, on a travaillé tout de suite avec les partenaires industriels. Et dans ce cas-là, au début, c'était Evotec, et c'est ensuite devenu le
Solid est ensuite devenu GSK, et on teste ici, la problématique est comparable. On détermine à travers d'autres méthodes que celles qui ont été développées dans le cadre de ERA4TB, pour des méthodes de caractérisation des modes d'action. Hop, je passe très vite. Le budget est un peu plus faible. Ici, on est sur 21 millions. BioAster perçoit 41 000 euros. Je passe celle-ci. Les points qui sont sur les recommandations. Alors, Nicolas était hyper complet, donc j'aurais beaucoup moins de choses à dire. Ce qui nous a motivé à postuler à un appel à IHI, dans ce cas-là, c'est que ça correspond exactement à notre positionnement. Travailler dans le cadre de partenariats publics-privés, en innovation plutôt qu'en recherche fondamentale. Comment on a identifié nos partenaires? Alors, Patrick était là en introduction. On a fait, à un moment ou à un autre, on est allé rencontrer les gens de l'FPIA, en plus des partenaires industriels qu'on connaissait déjà. On est allé avec BioAster visiter MedTech Europe, présenter ce qu'on sait faire de manière assez globale. Évidemment, on utilise la plateforme IHI AMI qui a été proposée, qui a été présentée tout à l'heure. On encourage au maximum les chercheurs de BioAster de s'identifier sur les plateformes de brokerage, aussi bien sous forme une technologie ou une méthode qui est en cours de développement pour pouvoir contribuer aux projets qui sont visibles, ou même des projets en eux-mêmes. Alors on est dans l'innovation plutôt que dans la recherche fondamentale, donc ça colle assez bien avec les besoins quand il y a une bonne corrélation avec le call. Les principaux résultats ou bénéfices, alors la contribution au développement de solutions diagnostiques et thérapeutiques qui avancent dans un pipe. Donc c'est toujours intéressant de voir que ce qu'on fait, ça peut être utile pour le développement de thérapie ou d'amélioration du diagnostic. Ça a augmenté notre réseau et puis ça nous a permis dans certains cas de publier. Donc on a un certain nombre de papiers qui sont en cours de soumission pour le projet ERA4TB et Gnanao. Donc c'est aussi important pour notre visibilité. C'est pas toujours possible, mais c'est aussi une volonté des calls HI. Les défis rencontrés, souvent c'est compliqué de réconcilier les besoins de la recherche académique et celle de la recherche industrielle parce que l'esprit n'est pas toujours le même. Même si on a toujours des gens de bonne volonté de chaque côté. S'adapter aux évolutions des priorités des projets. Alors typiquement, on a eu, nous, des projets sur lesquels on était avancé, mais des molécules qui sont tombées parce qu'elles n'étaient pas assez efficaces ou parce que les modes d'action n'avaient pas de sens pour réduire le taux de résistance. Donc c'est un peu frustrant pour les équipes parce qu'on s'arrête dans ce cas-là. Les leçons apprises, les conseils, contribuer aux consultations en amont concernant la construction des futurs appels. On a travaillé sur ces aspects-là pour proposer des améliorations des calls avant qu'ils soient publiés. Développer un réseau avant la publication des calls quand c'est possible. Être visible au plus tôt sur les plateformes de networking, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter du tout. Et poser des questions, proposer des solutions, même si on se dit qu'on est dans un monde qui n'est pas tout à fait celui de la recherche fondamentale ou clinique classique, pour pouvoir être visible et aller au-devant des partenaires porteurs de projets. Voilà, si j'ai terminé. Merci beaucoup, Cyril. Est-ce qu'il y a des questions pour Cyril? Sinon, il y a une question pour Nicolas, si vous êtes toujours là, Nicolas Martelly, de Séverine Mammatic. En fait, je vais vous lire la question. Parmi vos collaborations antérieures au projet HEU-EFS, quelle était selon vous celle qui aura joué un rôle déterminant pour intégrer le consortium européen IHI? Alors, dans notre cas, c'est vrai que c'est les collaborations qu'on a pu avoir avec Bocconi, effectivement, puisque c'est les coordonnateurs du projet, donc c'est eux qui ont créé le consortium public. Donc, c'est vrai que ça, c'est effectivement le fait de connaître, je dirais a priori, ses collaborateurs, c'est aussi un atout. Et donc, l'Université de Bocconi a vraiment un réseau très, très, très important. Donc moi, je dirais que c'est cette expérience-là, plus particulièrement un travail qu'on avait effectué sur un sujet qui était assez connexe en ce qui concerne l'accès au marché des dispositifs médicaux très innovants et les systèmes d'accélération de l'accès au marché de certains dispositifs médicaux. Donc voilà, c'est pour répondre précisément à la question, c'est ça
dans notre cas, en tout cas, qui a joué le plus. Et peut-être la même question à Cyril. Vania, Enfin, oui. je voudrais compléter j'ai trouvé les témoignages de Nicolas et de Cyril extrêmement intéressants. Bravo, bravo pour ces témoignages. Ouais, ça résonne bien d'entendre ça. Merci. Mais je pense qu'il y a beaucoup de partenaires publics dans la salle et je voudrais exprimer un petit peu le point de vue de mes membres, enfin les industriels. Parce qu'on dit toujours, c'est toujours difficile de matcher un petit peu les besoins des uns et des autres. Il faut savoir que les industriels reçoivent, en particulier les grands, reçoivent beaucoup de sollicitations sous toute forme en disant de laboratoires publics, de PME, chacun a la meilleure technologie, la meilleure solution, etc. Et les industriels ont des ressources limitées, donc ils n'arrivent pas à analyser toutes ces demandes-là. Donc en fait, ils sont saturés. Et donc, pour essayer, je dirais, d'identifier si vous êtes à la recherche d'un partenaire industriel, en particulier les grandes entreprises, ma recommandation, en particulier, par exemple, sur la plateforme de brokerage ou quand vous en rencontrez un au brokerage event de IHI, c'est de positionner votre offre exactement en fonction du projet. C'est non pas dire, ben voilà, mon institut, il fait ceci, il fait cela, parce que ça, on ne peut pas, dans un temps rapidement, évaluer la qualité, etc. C'est de dire, voilà, dans ce projet-là, voilà les technologies, voilà le savoir-faire que je peux apporter, ou voilà ce que je recherche, quoi, pour vraiment focaliser tout de suite la direction que l'industriel peut dire, ah oui, tiens, ça peut être intéressant, je n'avais pas pensé à ça, on en rediscute offline. Donc, n'hésitez pas vraiment à cibler pour sortir du bruit de fond des communications un petit peu institutionnelles d'un certain nombre de partenaires. Merci. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Il faut vraiment arriver à s'adapter, bien comprendre les questions qui sont posées pour pouvoir taper au bon endroit parce qu'il y a beaucoup de gens qui lèvent le doigt, c'est clair. Merci beaucoup, Patrick, aussi. On vous a perdu, Vania. Oui, pardon. Merci beaucoup pour votre contribution sur cet aspect parce que c'est vrai que c'est une vraie question, quoi, les partenaires académiques qui veulent collaborer avec les industriels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une autre question à Patrick. Est-ce que le SNITEM ou le LIM, par exemple, peuvent aussi être des bons interlocuteurs pour identifier les bons interlocuteurs côté industriel? Alors, je ne vais pas répondre pour le LEM parce que je ne les connais plus depuis que j'ai quitté la France, mais dans le cas du SNITEM, le SNITEM, alors bien sûr, reçoit les informations de notre part sur IHI. Et effectivement, le SNITEM, les associations nationales, effectivement, c'est elles qui connaissent le mieux l'écosystème national. Donc, elles peuvent vous mettre en contact parce que donc ils ont un groupe recherche au SNITEM, ils ont un groupe start-up et PME au SNITEM. Donc, ils peuvent vous mettre en contact éventuellement ou en tout cas transférer l'information à tel ou tel. Donc, effectivement, ça relaie tout à fait localement si vous voulez être en contact avec des partenaires français. Par contre, nous, Medtech Europe, on se focalise uniquement sur le niveau européen. Donc, nous, nos interlocuteurs dans les entreprises, c'est les headquarters européens, quoi, donc qui ne sont pas spécifiques à tel ou tel pays. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie vraiment pour avoir dit oui aujourd'hui à présenter Yashi, Patrick, Nicolas, Cyril et Roxane évidemment. Et merci à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. On va vous partager la présentation et on mettra aussi à disposition l'enregistrement dans le site web horizoneurope.gouv.fr. On enverra l'information par mail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vania. Merci beaucoup. Merci, Vania, pour l'invitation. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Bon À bientôt. après-midi. Merci, au Au revoir. revoir. Merci, au revoir.